et bonjour à tout le monde. Je vais en profiter pour partager mes slides comme ça, ce sera fait. Tac, tac, tac. Hop, hop. Donc normalement, vous devriez voir un buffet énorme de livres sur ce qu'on appelle aujourd'hui la growth critical literature, donc la littérature bon, anti-croissance ou critique de la croissance, donc qui vient rassembler la décroissance, la post-croissance, la croissance, l'objection de croissance. Je ferai la différence entre ces termes un petit peu. Après, moi, je suis économiste, donc je travaille à HEC Lausanne en Suisse, où je fais de la recherche sur justement la mesure des empreintes environnementales, mais aussi la mesure de la prospérité avec des nouveaux indicateurs. Donc, on y reviendra, ce sera juste à la fin où je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble de faire, d'essayer de mesurer, je ne vais pas dire la performance parce qu'après la présentation que vous avez eue, ça, je vais essayer de ne pas utiliser ce mot que j'ai utilisé pendant très longtemps en sciences économiques pour mesurer, on va dire, la prospérité, la santé euh, avec des nouveaux indicateurs. Mais avant ça, quand même, le point principal que j'ai envie de faire ici, c'est de reprendre euh, une grande partie de Ralentir ou Périr, donc le livre qui lui-même était une version adaptée de la première partie de ma thèse de doctorat qui s'appelait l'économie politique de la décroissance. Et il y avait toute une première partie sur la croissance et les limites, qui était en fait une critique de la croissance. Et j'ai l'impression que très souvent, en fait, on s'embarque dans des indicateurs alternatifs sans avoir véritablement compris, en fait, ce qui n'allait pas avec le cadre de comptabilité qu'on a aujourd'hui et la façon dont un cadre de comptabilité, en fait, en est venu à affecter un imaginaire collectif. C'est plus seulement un cadre de comptabilité, c'est vraiment un prisme de pensée, une idéologie dans le sens très généraliste, hein, une vision du monde. Alors, j'entends par contre des bruits de micro, de respiration, quoi. Je sais pas si vous pouvez couper le micro de votre côté comme ça. Moi, et le réactiver après pour les questions. Ok, je continue, top. Alors, cette littérature un petit peu critique de la croissance, elle peut se diviser en trois grands blocs. Le bloc qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la décroissance comme théorie critique. Et ça, c'est des théories qui reviennent jusqu'aux années 70, hein, ce qu'on appelait l'objection environnementale à la croissance, hein, le rapport Meadows, bien sûr, ça sur les premières notions de développement durable et de soutenabilité, mais qui est aussi une objection sociale à la croissance, donc une problématisation du positionnement qu'un système politique, qu'un territoire, qu'une ville, qu'une institution, qu'une organisation, qu'un pays pouvait avoir vis-à-vis de la croissance économique. Et bien sûr, il y a deux autres blocs dont on ne va pas beaucoup parler aujourd'hui, mais vous êtes libre bien sûr de me poser des questions là-dessus si ça vous intéresse. C'est la décroissance comme stratégie de transition. Donc moi, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Donc qu'est-ce que, par exemple, si on prend l'économie suisse, qui est une économie parfaitement candidate pour une stratégie de décroissance dans le sens où elle a une empreinte écologique excessivement élevée, mais aussi un niveau de richesse excessivement élevé, enfin très élevé. Et donc on peut évaluer, observer, modéliser et réfléchir à donc un scénario de décroissance où ça serait juste un ralentissement de l'économie suisse. Donc là, on voit c'est la décroissance comme application du prisme critique, la théorie critique qui nous dit ah attention, la croissance peut-être au bout d'un moment ça peut devenir un problème. Et donc, l'application réelle de cette pensée critique, ça serait de faire ralentir une économie. Il y a un troisième bloc qui est le bloc un peu plus projet de société, pensée utopique, système alternatif, qui souvent on appelle ça post-croissance aussi / post-capitalisme, qui décrit un petit peu qu'est-ce qui se passe après l'atterrissage de la transition. Donc cette phase de décroissance, si vous imaginez l'économie suisse, donc qui pendant une petite période va produire et consommer moins, donc son économie va devenir plus petite, mais au bout d'un moment ça va se stabiliser. Et ben en fait comment est-ce qu'on organise une économie qui puisse prospérer sans croissance? Et là aussi ça connecte
le bloc 1 et le bloc 3, parce que bien sûr, organiser une économie sans croissance, quand vous entendez organiser une économie ou juste organiser tout court, ça veut dire qu'il va falloir avoir un système de mesures, d'indicateurs. Et donc là, on a sur les deux la critique un peu des indicateurs qu'on a aujourd'hui et leurs effets sur le réel, qui nous permet de nous projeter en fait sur un cadre alternatif qui, on l'espère, aurait d'autres conséquences sur le réel. Alors, mais il faut partir de la croissance. Et la croissance, c'est vraiment un concept absolument fabuleux dans le sens où ça n'existe pas depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est un concept qui est devenu les premières théories de la croissance en sciences économiques, c'est les années 50. Dans les milieux politiques, il a fallu attendre les années 60 pour que les élus parlent de croissance. Avant, ça n'existait pas. En fait, c'était mettre un objectif qui était considéré un petit peu loufoque. L'objectif de stabilité du commerce international, on avait des objectifs de stabilité financière, de plein emploi. Mais la croissance économique, telle que mesurée par le PIB, ça n'existait pas. Et même avant les années 1930, donc l'invention de la macroéconomie et de la comptabilité nationale, il n'y avait aucun moyen en fait de mesurer la taille d'une économie. Donc on ne pouvait pas savoir si elle allait croître, décroître ou rester stable. Et donc il faut déjà commencer par dire que malgré, on va dire le contexte actuel où on a l'impression que la croissance c'est un petit peu la pierre angulaire de toute politique économique, non seulement pour un État-nation, mais aussi pour une ville, une entreprise, peut-être même une université, c'est quand même un prisme assez récent. Un prisme assez récent, mais un prisme extrêmement puissant. Je vous ai pris cette petite citation, vous l'avez sûrement vu passer, de François Bayrou, là, il y a quelques semaines, où voilà, le moindre problème, en fait, est perçu comme un manque de croissance. Donc là, on voit la croissance, hein, c'est l'augmentation d'un indicateur de production. Hein, donc de dire notre pays ne produit pas assez, c'est la même chose que de dire il faudrait que nos pays fassent l'expérience de la croissance, et donc une mesure de l'augmentation de la production. Et donc, que ce soit confronté à un problème de pauvreté, d'inégalité, de crise sanitaire, de chômage, de fragilité des services publics, de tensions géopolitiques, même de crise écologique, la solution, c'est toujours la même. Il faut faire croître l'économie. Et ça, moi, je pense que c'est un énorme problème. Et plus qu'être un énorme problème, c'est vraiment la source d'une grande partie d'autres problèmes socio-écologiques qu'on a aujourd'hui. Et tant qu'on n'aura pas véritablement compris, en fait, cette obsession qu'on a développée pour la croissance en tant que concept avec les indicateurs que l'on utilise pour la mesurer, et ben, malheureusement, toute tentative d'introduire des indicateurs alternatifs, et j'en présenterai beaucoup qui existent depuis au moins 1972, vraiment une flopée, mais quand je dis une flopée, c'est des cinquantaines de cadres alternatifs qui aujourd'hui n'ont aucun impact parce qu'ils sont satellitaires, vraiment, ça reste des petites lunes, des petites pièces jointes comparées à l'énormité en fait du produit intérieur brut et de ces sous-dénominations d'indicateurs de performance financière qui aujourd'hui bloquent mais vraiment la totalité de l'espace de créativité en termes de comment est-ce qu'on mesure la qualité de vie, le bien-être, le progrès, toutes ces choses-là. Donc moi, c'est pour ça que la décroissance, c'est un terme qui est ouvertement controversé, de se dire il va falloir décroissance, il va falloir attaquer d'une certaine manière, bon, en esprit critique, il va falloir activer notre esprit critique vis-à-vis de cet objet qu'est la croissance, comprendre d'où elle vient, comprendre pourquoi est-ce qu'on l'adule autant, si on veut pouvoir se permettre de faire apparaître des indicateurs qui vont pouvoir obtenir de l'importance dans la manière dont on pense et surtout dans la manière dont on s'organise à différents niveaux. Alors, ah oui, j'avais mis ça aussi parce que c'est fou ce truc de croissance. Enfin, moi, en tant qu'économiste, même la croissance, si vous voulez vraiment prendre un cours sur les théories de la croissance, c'est des cours qu'il faut prendre en option, ou que vous avez accès peut-être au niveau de master. Vous pouvez faire une licence et un master d'économie sans prendre un cours sur les théories de la croissance économique. Et même après, c'est très, très niche de faire un doctorat sur les théories de la croissance. Il y en a très peu des spécialistes au monde qui travaillent sur la croissance en tant que telle. Et c'est ultra, ultra niche. La manière dont on le calcule, donc le PIB, qui est une manière qui est normée au niveau des Nations Unies depuis 1953, c'est extrêmement, excessivement compliqué. Donc c'est quelque chose de très niche, mais pourtant, on a tous une opinion sur la croissance. On le répète tout le temps, qu'on soit une entité politique, spirituelle, que ce soit entrepreneuriale,
culturel. On parle, la croissance en fait a obtenu une sorte d'existence populaire. Même si moi je pense que la 99% du temps, quand les gens parlent de la croissance et disent il faut faire croître l'économie, en fait, ils pensent à quelque chose d'autre qui ne correspond pas du tout à la croissance réellement existante et la manière dont on la mesure. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Il y a une espèce d'idéologie qui s'est installée où en fait la croissance est devenue le réceptacle, un espèce de vase symbolique où on va projeter en fait les trucs qu'on aime bien. Donc ça devient un peu le synonyme de progrès. Donc quand on parle de la croissance d'une université, ça peut vouloir dire le développement de cette université, sa capacité d'accueil, son rayonnement international, sa réputation en termes de qualité de recherche ou qualité d'enseignement. Ça peut vouloir dire son budget disponible. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais on va utiliser en fait croissance comme concept. Et moi, j'essaye de déconstruire cette chose-là pour montrer que ce raccourci nous obscure plus que autre chose. Et il y a cet historien allemand que j'aime beaucoup, Matthias Schmelzer, qui a écrit une thèse de doctorat sur ce qu'il a appelé l'hégémonie de la croissance. Donc c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, que la croissance, elle est hégémonique aujourd'hui dans le sens où elle détient le monopole, on va dire le monopole du désir dans la hiérarchie des indicateurs. C'est-à-dire quoi que vous vouliez, je ne sais pas, par exemple, vous voulez augmenter le SMIC. Tiens, vous vous disiez, ben là, moi, je veux augmenter le SMIC pour lutter contre la précarité des travailleurs les moins payés. Et ben en fait, ce sous-indicateur, il va tout de suite être connecté. Ah oui, mais si vous voulez faire ça, il faut de la croissance. Ou de la même manière, peut-être vous voulez lutter contre la perte de biodiversité. Et vous dites, bah, pour lutter contre la perte de biodiversité, il va falloir débétonner et réensauvager, je ne sais pas, des friches industrielles et commerciales, par exemple. Et bien très bien, mais là on va vous dire oui, mais pour faire ça, il vous faut de l'argent. Il vous faut de l'argent même au niveau d'une municipalité. Et s'il vous faut de l'argent, il faut de la croissance. Et donc, il vous faut de la croissance économique. Et là, vous voyez, vous pouvez partir de n'importe quel point sur des choses complètement, ça peut être la qualité du soin dans les EHPAD, ça peut être la disponibilité des places de crèche, ça peut être la densité des populations de grenouilles dans l'étang du coin. En fait, très rapidement, vous allez vous retrouver, oui, mais en fait, il faut de la croissance économique. Donc, c'est une hégémonie, un statu quo, ou moi, ce que j'ai décrit dans ma thèse, une idéologie dans le sens où c'est une vision du monde qui a été invisibilisée. Aujourd'hui, dire que la croissance c'est bien, en fait, c'est un non-argument. Tout le monde est d'accord. Ça sert à rien de le dire. Ça serait comme dire le mal c'est mal, le bien c'est bien. Et ben voilà, la croissance, en fait, c'est le sens du progrès. Et ça nous impacte à des niveaux qui sont assez profonds. Là, vous allez me dire, oui, ok, bon, la croissance, mais bon, c'est des politiques de croissance des gouvernements. Nous, dans une entreprise, dans une université, dans une municipalité, dans une association, on n'a pas ces choses-là. Mais aujourd'hui, la croissance, en fait, c'est devenu plus qu'un cadre de comptabilité qui vient informer le vote des budgets, qui vient informer des politiques macroéconomiques et microéconomiques. C'est devenu, en fait, une infrastructure mentale. J'aime beaucoup ce papier d'Harald Welzer, où il nous montre, en fait, que la croissance, c'est devenu une mentalité. Et cette mentalité, elle peut s'appliquer à beaucoup de choses. Moi, je vais vous parler de mon expérience. Donc, moi, je suis chercheur. Donc, vous connaissez le business. Donc, vous savez qu'en tant que chercheur, nous, on va vraiment regarder un petit peu, essayer de booster nos publications. C'est comme ça qu'on est sélectionné pour l'évolution de notre carrière. C'est comme ça qu'on est aussi payé, en tout cas dans le système suisse, proportionnellement à ce qu'on a publié avant. Et donc, bien sûr, on se fait une petite compétition entre chercheurs sur notre facteur d'impact, sur le nombre de publications, le nombre de citations. Et ça, on se rend compte, enfin moi, quand je suis arrivé dans le monde de la recherche, après avoir justement publié une thèse de doctorat où j'ai passé beaucoup de temps à étudier le développement de la comptabilité nationale et donc de cette idéologie croissanciste, je me suis dit, mais c'est marrant, c'est exactement la même mentalité. En fait, on a un indicateur de performance clé, ça peut être, je sais pas, le nombre de publications, on va dire, et on le maximise de manière très quantitative, de manière très croissanciste, et on définit un peu le progrès de manière quantitative comme l'évolution du nombre de citations vis-à-vis du nombre de citations que j'avais avant. Et donc là, on a en fait un espèce de petit PIB dans le monde de la recherche. Et ça, on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Ça peut être au niveau d'un ménage, hein, où notre pouvoir d'achat en fait est lié à nos revenus et devenu une espèce de mini PIB d'un ménage. Ou pour une entreprise, bien sûr, c'est les profits. Alors on comprend bien hein, le penser profit comme mentalité de développement d'une entreprise. Et on a aussi, bien sûr, l'économisme, donc au niveau du gouvernement, avec la maximisation du PIB.
qui, elle, pour le coup, est écrite dans la loi. Donc, on le définit légalement comme l'objectif, véritablement, une grande partie de l'objectif de l'organisation économique au sein des pouvoirs publics, c'est de maintenir la croissance économique. Donc, on voit que l'importance de ces indicateurs, en fait, ça donne lieu à des façons de penser qui vont nous mener à pouvoir gagner de plus en plus, donc travailler de plus en plus pour gagner de plus en plus, pour pouvoir consommer de plus en plus, pour une entreprise produire et vendre de plus en plus pour maximiser les profits, et pour un gouvernement, bien sûr, faire toutes ces choses qui lui permettent de faire de la croissance, même si ça veut dire des politiques d'austérité, même si ça veut dire le saccage d'écosystèmes, même si ça veut dire ne pas agir pour éradiquer la pauvreté ou la précarité. Donc là, on a vraiment une fonction avec un indicateur de performance qui est hégémonique et qui étouffe à peu près tous les autres. Alors juste, il faut revenir un petit peu à cette histoire de PIB qui a été inventée dans les années 1930 par Simon Kuznets, un statisticien biélorusse nationalisé américain, à qui on a demandé pendant la Grande Dépression, donc une grande crise économique aux États-Unis, de développer un cadre de comptabilité nationale qui permettrait facilement au gouvernement américain de mesurer l'efficacité de ses interventions. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas, un tableau Excel avec un chiffre, on ne savait pas qui produisait quoi, et donc on ne pouvait même pas mesurer est-ce que l'économie elle est en train de repartir ou est-ce qu'elle est encore à l'arrêt. Et donc Simon Kuznets il s'est dit, petit tour de passe-passe, on va faire un indicateur agrégé de valeur ajoutée pour mesurer un petit peu le contour économique. Et comme ça, si vous faites une intervention et le contour repart, c'est un peu comme si vous mesurez le pouls d'un patient le pouls de quelqu'un qui vient de se noyer. Si vous le faites un massage cardiaque et d'un coup cette personne, le pouls repart, ça veut dire que ce que vous avez fait c'est efficace. Si le pouls repart pas, ça veut dire qu'il faut tenter autre chose parce que sinon ça va mal se passer. Donc Simon Kuznets, il se dit ok, je vous ai fait un indicateur d'urgence, de réanimation économique. Et la manière dont il a fait, c'est assez malin quand même. Ça vient du manuel donc, que tous les pays du monde aujourd'hui utilisent pour calculer le produit intérieur brut. C'est de faire la somme des valeurs ajoutées brutes de toutes les unités productrices résidentes. Alors, vous embêtez pas avec le reste du texte. Ce qui est important, c'est valeur ajoutée. Et pour calculer la valeur ajoutée, là, c'est vachement dur. Et on verra que on est au cœur de cette discussion, en fait. Qu'est-ce que la valeur? La question fondatrice des sciences économiques. Qu'est-ce qui constitue véritablement la valeur? Mais Simon Kuznets, il se dit, ouais, ok, ça c'est bien, c'est philosophique, mais pour qu'on puisse la mesurer, nous, on va dire, on va regarder les prix. Les prix, on va dire, c'est un peu proportionnel à la valeur. Et on va prendre le prix de quelque chose, je sais pas, un stylo, et on va soustraire les consommations intermédiaires, donc je sais pas, les salaires, par exemple, le prix des matériaux pour produire ce stylo. Et la différence entre le prix final et les consommations intermédiaires, le prix des facteurs de production, c'est la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée monétaire qui est contenue dans ce stylo. Et donc, si vous avez une économie qui est constituée, qui produit un stylo par an, son produit intérieur brut, c'est la valeur ajoutée de ce stylo, donc prix final moins consommation intérieure brute. Si l'année prochaine, je produis 2 stylos, j'ai donc un doublement du PIB de cette économie qui ne produisait qu'un stylo. Et donc, il se dit, Simon Kuznets, c'est bien parce que comme ça, on peut comparer des poireaux, des pneus, des services de médecine, chirurgicale, enfin tout ce qu'on veut, parce que tous les trucs ont un prix et donc ça nous permet d'avoir un seul chiffre agrégé à la fin. Alors, je sais même pas où commencer, mais à l'époque, c'était brillant, hein. Il faut dire quand même que l'idée de Kuznets, elle était absolument magnifique dans les années 30. Mais aujourd'hui, cet indicateur, il n'est pas du tout adapté à toutes les tâches pour lesquelles on l'utilise. Alors, il y a plein de limites. Je sais pas si je vais avoir le temps de toutes les faire, mais commençons à la limite numéro 1, ne mesure que les prix. Donc, tout ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur au sens de la comptabilité nationale. Je vous ai mis une petite photo de moi en fin de thèse. Comme beaucoup de doctorants, on finit sa thèse, on ne trouve pas d'emploi. C'est normal. Et donc, on se retrouve avec 16 000 diplômes, mais on essaye de trouver une université qui va nous proposer un projet chouette. On ne se jette pas sur le premier boulot. Au sens du PIB national, en fait, du produit intérieur brut, si j'avais accepté le premier boulot chez McDo, j'aurais créé beaucoup plus de valeur que si j'étais resté chez moi, par exemple, à adapter ma thèse en un livre, Ralentir ou périr. Donc là, on voit tout de suite, on se dit, mais c'est un peu bizarre parce que si on cherchait véritablement à maximiser la croissance, il faudrait que chaque personne qui se retrouve dans une situation de chômage accepte tout de suite le premier boulot qu'on lui propose, même si ça correspond pas du tout à ses compétences. Et je ne parle même pas
par exemple, du bénévolat, donc toutes les activités bénévoles et non monétaires qui ne sont pas donc inclus dans la comptabilité nationale. Surestime les activités marchandes, bah, Wikipédia, ça n'a aucune valeur dans le PIB, vu que c'est gratuit. Donc la valeur de Wikipédia, c'est essentiellement, je pense, la valeur ajoutée de l'entreprise qui doit leur vendre l'accès au site. Et ça, c'est tout. Ça doit être toute petite. Alors que Elsevier, qui vend donc tous les articles scientifiques que cette entreprise approprie de manière totalement injuste d'ailleurs et qui les revend à prix fort, bah, ça génère une valeur ajoutée énorme. Donc ça booste le PIB. Alors qu'on pourrait très bien se demander, mais en fait, c'est quoi la différence? Dans les deux cas, en fait, il y a juste des gens, des chercheurs, des scientifiques qui écrivent des articles pour d'autres gens, que ce soit sur Wikipédia ou dans Ecological Economics, un journal détenu par Elsevier. Bon, c'est un petit peu la même chose. C'est quelqu'un qui va prendre du temps pour écrire quelque chose qui va ensuite être lu par quelqu'un d'autre qui veut apprendre quelque chose. Donc c'est marrant qu'il y ait une façon de le faire qui contribue zéro PIB, l'autre façon de le faire qui contribue énormément de PIB. Donc les activités marchandes sont surestimées, les activités non marchandes sont sous-estimées. Alors non seulement par rapport aux activités marchandes, mais aussi parce que les services publics, bah, on ne sait pas comment les mesurer vu que ça n'a pas de prix. Par exemple, votre université, bah, vu qu'il n'y a pas de prix d'accès, si vous étiez aux États-Unis et que vous vendiez, je ne sais pas, voilà, une licence à 80 000 dollars, là vous avez un prix, vous pouvez soustraire les consommations intermédiaires et vous avez une valeur ajoutée. Service public en France, on ne peut pas faire ça, donc on a la petite règle depuis les années 70 de se dire bah, la contribution d'université ou d'un service public en général à la valeur ajoutée, c'est juste proportionnel aux consommations intermédiaires, c'est-à-dire principalement les salaires des fonctionnaires. Donc en gros, dans la manière dont on le mesure, une université privée ne va pas vraiment générer de valeur ajoutée. Une université publique ne génère pas beaucoup de valeur ajoutée comparé à une université privée, mais c'est seulement, bien sûr, parce qu'on mesure ces deux choses complètement différemment. Bon, je passe un peu vite parce qu'il y a beaucoup de limites. On voit cet indicateur qui est vraiment un indicateur de mouvement, d'agitation monétaire, mais ça ne vous dit pas, bien sûr, qui se retrouve avec les biens. Est-ce que c'est quelqu'un qui était pauvre, qui d'un coup a accès à quelque chose qui n'avait pas accès, donc ça augmente la qualité de vie, ou est-ce que c'est quelqu'un qui était très au-dessus du seuil de pauvreté, qui se retrouve juste avec un objet en plus qu'il n'utilise pas? Bien sûr, la différence entre les objets, elle n'est pas là, vu qu'on regarde proportionnellement au prix de vente. Donc, si vous êtes trader, grand bien vous fasse, et que vous arrivez à toucher 20 000 balles par mois, ou dans une entreprise qui, je sais pas, fait du conseil en évasion fiscale, extrêmement lucratif en ce moment, bah, ça génère une masse de valeur ajoutée. Alors que si vous vous lancez dans une crèche, vous allez vraiment être ric-rac, même pas dégager un profit, bah, aux yeux de la comptabilité nationale, votre truc, ça vaut que dalle. Alors qu'on pourrait se dire, bon, est-ce qu'on a plus besoin de personnes qui prennent soin des enfants ou plus besoin de personnes qui prennent soin d'aider les ménages les plus riches à faire de l'évasion fiscale? Bon, là aussi, du point de vue de la valeur, avec une bonne vieille définition d'économie politique, on pourrait se dire, bon, on devrait quand même, au niveau des indicateurs, arriver à faire la différence entre ces deux choses-là pour au moins arriver à pondérer. Et bien sûr, la nature, moi, c'est la limite qui m'a beaucoup occupé dans ma thèse. Bah, la nature, vu qu'elle n'a pas de prix, elle est considérée absolument gratuite dans la comptabilité nationale. D'ailleurs, même plus que gratuite, c'est-à-dire qu'un arbre, vu qu'il n'a aucune valeur, il n'obtient de la valeur qu'à partir du moment où il est coupé. Donc, un arbre, ça peut être un climatiseur urbain, ça peut être un hôtel de biodiversité, il store du carbone, il filtre l'eau, il fait de l'ombre aux gens, les enfants grimpent dedans. Enfin, il y a plein de valeurs comme ça non monétaires. Mais vous le transformez en tabouret et là, d'un coup, bah voilà, ça vous génère 15 balles de valeur ajoutée et ça nous donne l'impression, au sens de la croissance, qu'on s'est enrichi. Et quand je connecte avec ce que j'ai dit avant, quand on veut maximiser la croissance d'un pays, bah, couper énormément d'arbres pour fabriquer énormément de tabourets, même si ça se retrouve dans les villas secondaires et tertiaires de personnes qui les utilisent jamais, mais qui sont prêts à les acheter très cher, et bah, ça crée énormément de richesse avec 700 000 guillemets de chaque côté au sens de la comptabilité nationale. Alors, Kuznets, il n'était pas bête. Il n'était pas bête. Et en 34, il se fait inviter au Congrès. Et là, je vous laisse lire donc la citation en rouge. Et en fait, Kuznets, dès 1934, il nous dit un truc complètement bateau. Il nous fait, moi, je vous ai fait un indicateur d'urgence, il est purement quantitatif, c'est bien pour les temps de crise, c'est bien pour les temps de guerre, mais allez pas l'utiliser sur le long terme en temps de paix, parce que ça n'a aucun sens. Ça va vous montrer le contour. C'est comme vous regardez le contour de votre voiture, mais si vous regardez pas où elle va, la voiture,
c'est pas ouf pour se déplacer. Vous voyez juste un truc qui fait ah bah c'est bien, ça va plus, ça tourne plus vite, ça tourne plus vite, ça tourne plus vite. Et donc dès les années 70, et là je vous ai trouvé un peu le premier nous en économie, donc en 1972, avec ce titre à l'époque qui était rocambolesque, de dire est-ce que la croissance est obsolète, on est en 1972, donc quand même. Et là, des personnes qui calculent en fait des croissances nettes. C'est un peu l'approche des économistes de se dire bon, ok, on va essayer peut-être d'enlever du PIB, je sais pas, les activités néfastes, la production d'armes, de drogue. On va peut-être enlever les destructions des écosystèmes. Comme ça, au lieu d'avoir une croissance brute qui mesure juste le contour, on a une croissance nette qui mesure un peu juste la véritable valeur qui reste. Donc ça, c'était un peu la première approche instinctive de dire on part du PIB, on enlève des trucs, on met ci, on met ça, et ça nous donne un PIB qui est peut-être plus proche. Il y en a qui continuent de faire ça. Par exemple, nous en France, donc à l'INSEE, on a la différence entre le PIB et le PIB ressenti. Donc, vous voyez un petit peu les températures. Parfois, il fait plus froid que la température absolue parce qu'il y a du vent, d'humidité ou je sais pas quoi. Bah, le PIB, c'est pareil. Parfois, le même PIB, il peut être plus ressenti parce que peut-être c'est un PIB qui va avoir tendance à augmenter les revenus des personnes qui sont très proches ou en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, ce PIB, il est plus ressenti qu'un autre PIB, par exemple, où la hausse du revenu national va principalement concentrer sur la hausse des revenus de ceux qui sont déjà très riches. Et vu qu'ils sont déjà très riches, bah, une hausse de leurs revenus va moins augmenter la qualité de vie que la hausse du revenu de quelqu'un qui se retrouve dans une situation de pauvreté. Donc là, ça te permet de différencier. Parfois, il y a des périodes où il y a une très grande différence entre le PIB et le PIB ressenti, dû à la composition de ce qu'on fait et dû aussi, bien sûr, à qui ça profite. Alors là, je vais vous montrer maintenant d'autres indicateurs alternatifs et des manières en fait de mesurer la richesse, mais aussi de penser différemment le développement et le progrès. Et donc, nous, on travaille beaucoup avec des donuts. Bon, je vais vous montrer le donut avant quand même. Avec des donuts. Donc, les donuts, c'est un cadre d'une économiste, Kate Raworth, qui l'a créé au début des années 2010. Et vous avez des plafonds écologiques, donc les limites planétaires. Ça, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Et vous avez des planchers sociaux. Et donc là, déjà, il faut vous poser une question. Il faut vous dire, OK, c'est quoi les limites biophysiques de mon système de production? Ça peut être une ville, une entreprise, une université, ça peut être n'importe quoi, un pays, une région. Et c'est quoi le plancher social? C'est-à-dire, et là, c'est une question qui est très difficile de se dire, OK, c'est quoi la raison d'être de mon organisation? Et quels sont un petit peu les critères de qualité qui sont indépassables, les trucs en dessous desquels en fait on devrait pas se permettre de fonctionner. Je vous montre un exemple parce que des collègues l'ont calculé pour l'université de Lausanne, donc l'UNIL, où ils se sont dit, ben voilà, nous, dans notre stratégie de soutenabilité à l'échelle de l'université, on va déjà essayer de calculer un donut, donc de prendre les activités d'une université, une université qui quand même produit des trucs assez spécifiques, qui a eu un métabolisme biophysique assez particulier, parce qu'il y a un campus, parce qu'il y a des gens qui vont à droite à gauche, des étudiants qui viennent ici, des chercheurs, vous connaissez, et donc il y a des limites planétaires qui sont assez spécifiques à l'activité universitaire et aussi des planchers sociaux qui sont aussi assez spécifiques à l'activité universitaire. Des donuts, on en calcule beaucoup à l'échelle des villes aujourd'hui, à l'échelle des pays où on peut comparer dans le temps et entre pays, et de plus en plus à l'échelle d'organisations qui ne sont ni des entreprises ni des villes, donc par exemple les universités. Mais je voulais revenir, donc là c'est juste un donut mais montré de la même manière. Donc les empreintes écologiques c'est en haut, le plus vous êtes élevé, le plus vous avez dépassé. Donc par exemple l'Irlande et le Luxembourg tout à droite, eux c'est les champions d'Europe du dépassement écologique. Ils ont les empreintes la plus élevées comparées à leur limite planétaire nationale, alors que le Portugal, qui est à peu près, tac, 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 je n'arrive même plus à le trouver, le Portugal, si vous le voyez, il est là, il est tout à gauche. Oui, c'est le pays relativement le plus soutenable car il ne dépasse son budget biophysique que de 129%. Et en bas, vous avez un indicateur de qualité de vie. Donc là, si vous êtes à zéro, c'est-à-dire que vous n'avez aucune insuffisance sociale. Ça, c'est le must du must, zéro insuffisance sociale. Donc le Danemark, par exemple, il est à 9,1. Dans l'Europe des 27, dans cette étude, c'est le pays où il y a la plus haute qualité de vie. La Bulgarie, elle est à 26,8. Donc il y a beaucoup plus d'insuffisance sociale en Bulgarie qu'au Portugal. Ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'économistes,
c'est de se dire, OK, là, on a des indicateurs qualité de vie. Donc, dans le donut, c'était 12 indicateurs, espérance de vie, niveau d'éducation, qualité du logement, alimentation, donc des indicateurs véritablement, c'est pas des indicateurs financiers, quoi. C'est chaque indicateur, l'espérance de vie, c'est en années, le nombre d'éducation, ça compte différentes choses. Et on se rend compte qu'on n'a pas des corrélations qui sont directes entre le PIB par habitant et ces choses-là. On a même des pays, en fait, par exemple le Portugal avec un tout petit PIB comparé à l'Irlande, le Luxembourg, la Suisse, la France, les États-Unis, en fait, arrive à avoir des performances tout aussi bonnes, voire meilleures, par exemple en termes d'espérance de vie. Donc là, ça nous permet de montrer en fait déjà ce prisme, il est complètement différent parce que la croissance devient un indicateur secondaire. C'est-à-dire on regarde qualité de vie, on regarde les moyens biophysiques de permettre cette qualité de vie. Donc on a deux catégories, sociale, environnementale. Et après, en second lieu, on peut se dire, ah bah tiens, petite question curiosité, est-ce qu'il y a une corrélation avec cette chose qu'on appelle la croissance du PIB, oui ou non? Mais là, ici, dans ce cadre, on a évacué la croissance comme objectif. Et des cadres, en fait, il y en a beaucoup. Je vous en ai mis plusieurs ici, dont les bleus qui font partie de la Wellbeing Economic Governance, la WIGO, c'est une espèce d'alliance internationale de gouvernements qui se sont engagés ensemble à changer leur cadre de comptabilité nationale. La Nouvelle-Zélande, par exemple, avec ses budgets bien-être, et l'Islande, la Finlande. Donc chacun en fait est en train de faire son propre petit cadre. Hein. Je vous montre celui de la Nouvelle-Zélande où vous avez 65 indicateurs. Bon après ils l'ont divisé indicateurs de bien-être présent et de bien-être futur. Donc là il y a un aspect temporel fort dans les budgets bien-être néo-zélandais, qui n'est pas le cas dans le cadre de qualité de vie en Suisse. 45 indicateurs, mais pas divisés en présent et futur. Donc là, on voit vraiment, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et bien sûr, vous avez des indicateurs qui sont purement uniques à la Nouvelle-Zélande. Là, si vous regardez dans les connexions sociales, et ben l'indicateur de connexion Maori au Marae, bah ça c'est quelque chose, on va pas le mesurer pour la Belgique, quoi. Et donc là, on voit que même le processus de définition d'un cadre de prospérité, c'est un moment politique essentiel pour se poser la question, c'est quoi nos priorités, qu'est-ce qu'on met avant? Et bien sûr, une fois qu'on l'a, ça permet en fait d'avoir des discussions, par exemple lors du vote d'un budget, de se dire, ah bah tiens, mais là, la construction de cette autoroute, ça va peut-être créer X emplois, ça va peut-être faire fonctionner quelques entreprises ou quoi, mais on voit que ça va quand même impacter beaucoup l'empreinte sur les sols et donc la destruction d'habitat et donc la perte de biodiversité. Ça va utiliser probablement une partie de notre empreinte carbone et donc on peut faire des arbitrages qu'on ne peut pas faire avec un mono-indicateur de croissance parce que c'est pas des arbitrages, c'est de se dire est-ce que faire A, ça fait plus de croissance que B. Et on compare comme ça. Là, on peut avoir de véritables arbitrages et avoir de véritables arbitrages, ça permet de stimuler de véritables discussions politiques sur qu'est-ce qu'on veut véritablement faire dans une entreprise, dans une université ou dans un pays sans se retrouver comme une IA à faire juste de la maximisation d'une fonction très simple où il n'y a qu'un indicateur. Et là, ça vient aussi avec un aspect technocratique. À partir du moment où vous cherchez à maximiser la croissance, que je l'ai répété, c'est un indicateur que personne ne connaît, ça va être tellement technocratique. Il va falloir faire venir des économistes qui vont vous dire, faites des politiques d'austérité, faites-moi confiance dans mon modèle, ça fait revenir la croissance. Vous faites ça, ça marche pas. Bon, ah oui, mais j'avais oublié une virgule, tadada. Alors que là, quand même, c'est quelque chose de beaucoup plus multidisciplinaire, de même transdisciplinaire, dans le sens où il y a beaucoup d'indicateurs de bonheur, de convivialité communautaire qui sont des choses en fait assez ressenties par les populations directement et difficilement évaluées par les chercheurs. Et donc c'est quelque chose qui non seulement change la manière dont on mesure une économie, mais qui aussi fondamentalement change la dynamique même de comment est-ce qu'on prend ses décisions dans une économie. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Tac, 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 tac. Oui, le donut. Oui, bon, je vais peut-être finir avec ça parce que je vois que le temps file et je veux qu'il nous reste quand même du temps pour les questions. Mais il y a la grande discussion aujourd'hui, c'est de passer donc d'indicateurs synthétiques, le PIB par exemple, à des dashboards, des tableaux de bord, par exemple les indicateurs de développement durable. Ça, c'était la première étape. Mais il y a une deuxième étape parce qu'on se rend compte que les indicateurs de développement durable, ils sont bien gentils, mais ils sont pas dans l'ordre, quoi. On se dit, c'est pas un ordre de priorité, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Et quand on les étudie, moi j'ai beaucoup travaillé sur les interactions entre donc chacun des indicateurs, on se rend compte que il y a des indicateurs qui sont plus importants que d'autres. Donc avec les collègues du Stockholm Resilience Center, ils avaient produit cette image à l'époque que j'aime beaucoup, de montrer que par exemple, si dans les ODD, les indicateurs de développement durable, si vous n'arrivez pas à stabiliser le climat ou à préserver la vie sur Terre et sur la mer, en fait, vous n'allez pas réussir à avoir de l'éducation, de l'innovation ou de la paix ou ce que vous voulez. En fait, c'est game over. Et donc, ces indicateurs, ils s'embriquent. Et là, c'est le concept en fait de hiérarchie dans les indicateurs. Donc aujourd'hui, ça, on le fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mieux qu'on fasse, c'est de se dire ah oui, le PIB, c'est réducteur, d'accord. Nous, on va faire des comptes satellites qui mesurent la qualité de vie, le bonheur dans les employés, très très bien. Et on va les laisser comme ça un peu en dashboard. Quand on les laisse comme ça en dashboard, en fait, c'est un peu comme si vous mettiez 3 poissons rouges et un requin blanc dans un aquarium. Le requin blanc, c'est le PIB, il va faire sa vie et les poissons rouges, ils ont genre jamais d'importance. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est créer une hiérarchie, de se dire, ah ben non, dans la manière dont on prend des décisions, peut-être dont on vote un budget à l'échelle d'un pays, si on n'a pas validé les objectifs 15, 14, 6, 13, les objectifs écologiques, et ben en fait, il y a un problème. Si on les a pas validés, cela, c'est-à-dire qu'il va peut-être falloir modifier notre approche sur le reste. Par exemple, aujourd'hui, ça prendrait la forme de se dire, la poursuite de la croissance économique, qui va peut-être nous mener à des grands projets inutiles qui vont utiliser énormément de budget biophysique, ça va à l'encontre des ODD 15, 14, 6, 13. Et donc, au lieu de se dire, ah bah tiens, il faut faire de la croissance économique parce qu'il faut faire de la croissance économique parce que c'est comme ça qu'on lutte contre la pauvreté et faire ci et faire ça, on se dit, ah bah non, il faut déjà être certain de maintenir une biosphère en stabilité, dans une bonne santé. Ça, c'est l'étape numéro 1. Et ensuite seulement, on peut se permettre de se poser la question, OK, à partir de là, comment est-ce qu'on fait le mieux à partir de ce budget biophysique? Donc cette approche hiérarchique, on la voit pas souvent, mais pour moi, ça constitue véritablement le grand chantier aujourd'hui pour définir des indicateurs de richesse sociale, culturelle, économique qui seraient imbriqués. Pas seulement, pensez pas les 3 cercles du développement durable, société, je sais pas quoi, environnement, économie. Non, vraiment des cercles concentriques. Ça peut être l'économie encastrée dans la société, encastrée dans l'environnement. Ça peut être n'importe quoi en fonction en fait des priorités de l'organisation que vous pilotez. Mais à un moment donné, il va falloir se dire ces indicateurs, ils ont plus d'importance. Et moi, j'aime un peu voir ça comme des boss dans les jeux vidéo. Si vous avez un méta-indicateur, je sais pas, imaginons c'est votre empreinte carbone, le méta-indicateur, l'indicateur Apex dans votre hiérarchie. Si celui-là n'est pas satisfait, en fait, ça veut dire qu'il va falloir flexibiliser peut-être d'autres indicateurs jusqu'à ce que celui-ci fonctionne. Bien sûr, c'est vous qui fixez la priorité. Mais une fois que vous avez fixé la priorité, vous pouvez pas vous permettre de dire oui, non, mais on aurait bien aimé baisser l'empreinte carbone cette année, mais on a on a eu un financement pour construire une nouvelle VU et ça nous fait plaisir parce que ça va nous faire monter ça dans les classements, et donc on le fait quand même, même si ça veut dire que l'empreinte carbone, malheureusement, elle va continuer d'augmenter pendant les 3 ans des travaux. Donc là, si on s'est donné en fait une priorité sur un indicateur environnemental, malheureusement, on est tenu de la respecter et de prendre des décisions qui peuvent nous mener à des stratégies de sobriété radicale, de déconsommation, de renoncement productif, toutes les choses qu'on discute dans le monde de la décroissance. Ceci dit, je m'arrête ici et j'ai hâte d'entendre vos questions. Un grand merci Timothée. Qui souhaite poser une question? Alors, ma question est brève. Le concept de décroissance, il n'est pas tellement porteur dans le champ sémantique. Quand on descend, on descend quand même aux enfers, au monde d'Hadès. Et donc, est-ce que vous utiliseriez un autre champ sémantique que cette opposition croissance et décroissance? Alors, il y en a qui le font. Par exemple, il y en a beaucoup qui parlent d'économie du bien-être aujourd'hui. Moi, je le fais pas parce que je suis macroéconomiste et mon boulot, c'est d'écrire un truc. Donc, sur mon écran, quand je vois un scénario où il y a une économie qui produit et consomme plus sur le temps long, j'appelle ça de la croissance. Quand elle produit et consomme moins, j'appelle ça de la décroissance.
Le reste, trouver des jolis mots, je pense que c'est le métier des communicants et des gens qui font du marketing. Mais en tant que chercheur, on a besoin de concepts en fait qui soient descriptifs. Donc je pense qu'il faut jouer sur les deux bords. Et il y en a beaucoup qui invitent des jolis concepts. Hein. Ça peut être l'économie éco-socialiste, l'économie sociale et solidaire, l'économie du bien-être, l'économie convivialiste. Enfin, il y a beaucoup d'innovations comme ça, l'économie du contentement. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus se voiler la face. Quand on est expert, par exemple, de santé des écosystèmes, et quand on nous demande est-ce qu'il va falloir produire et consommer moins, enfin, comment est-ce qu'on peut, par exemple, revenir sous le seuil des limites planétaires, c'était la question que la Suisse s'est posée lors de sa votation populaire il y a quelques semaines. Et quand on fait le calcul et qu'on se rend compte que le revenu national va être peut-être amené à baisser de moins 30%, bon, on peut appeler ça l'économie du bien-être, mais je pense que les gens ils vont se rendre compte que c'est un peu une supercherie. Une autre question ? Est-ce que vos travaux servent, par exemple, est-ce que vous avez été appelé par des gouvernements ou, pour réfléchir justement à d'autres modèles? Est-ce que vos travaux servent ou ont servi à préconiser des directions, des orientations justement? Alors, non, pas directement. Indirectement, alors par des gouvernements, jamais. Par des autorités indépendantes, des pouvoirs publics, des instituts de recherche, ou ça peut être des commissions d'enquête du Sénat ou des choses comme ça dans des rapports un petit peu obscurs où on vient mobiliser des chercheurs. Oui, là, ça monte de plus en plus. Mais il y a quand même une grande timidité à venir parler de décroissance, que au-delà des mots, parce qu'avant qu'on parle de décroissance, enfin, on peut parler aussi de sobriété, comme on le fait beaucoup, et on pourrait se dire, bon, dans l'esprit de la prospective, qui est quand même une grande partie des pouvoirs publics, de se dire, bon, on aimerait bien avoir plusieurs scénarios de transition, ce serait pas mal d'avoir 2-3 scénarios hardcore. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, s'il y a une pandémie mondiale? Moi, c'est pour ça que mes travaux, ils sont devenus connus à l'époque de la pandémie, parce que jusqu'avant, personne n'avait accordé de la valeur à ces économistes qui avaient dédié leur carrière à dire comment est-ce qu'on fait fonctionner une économie qui peut plus croître. Et là, d'un coup, il y a la pandémie. Et là, tout le monde nous appelle pour nous dire, ah, comment est-ce qu'on finance des pensions? Là, mon collègue qui avait écrit une thèse sur comment financer un système de pension en France sans croissance, c'est devenu un petit peu le Justin Bieber des sciences économiques d'un coup. Donc, je pense qu'on n'est pas assez mobilisé. C'est pas pour dire qu'on a trouvé la solution à tout. C'est pour dire qu'aujourd'hui, clairement, je pense qu'on bénéficierait à en avoir un éventail plus large d'options. Donc, des scénarios de croissance verte, de circularisation de l'économie, de décarbonation, ça c'est bien, on en a pas mal. Mais si ces scénarios ne se déroulent pas comme prévu, ça serait pas mal d'avoir un plan B, un plan C et un plan D. Et aujourd'hui, malheureusement, ces connaissances, et vous le savez bien, elles sont un peu enfermées à l'université, donc dans des revues difficilement lisibles par le grand public, et de toute façon des revues qui ne sont pas publiques, donc qui sont marchandisées et donc pas accessibles à tous, écrits par des gens qui n'ont pas le temps de venir les expliquer à cause d'une charge d'enseignement qui a augmenté ou à cause d'une course à la publication qui est aussi de plus en plus intense. Donc là aussi, cette connaissance, malheureusement, elle n'est pas facilement activable, même si elle existe. Et quand je dis qu'elle existe, c'est une connaissance quand même qui est très embryonnaire, parce que c'est un sujet qui a commencé il y a à peine une décennie, et donc il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui se sont posés sur la question. Merci pour votre exposé. Donc vous parlez de la théorie du donut comme cadre un peu pour ces nouveaux indicateurs. Est-ce qu'il existe d'autres outils pertinents comme la théorie du donut, à votre connaissance? Et l'autre élément, est-ce qu'il y a eu une appropriation par rapport au modèle que nous représentons ici à l'Université française de la théorie du donut? Parce qu'en effet, on a pas mal d'indicateurs, donc il y a une appropriation qui est nécessaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été pensé ailleurs, en France, pour nous aider éventuellement à nous approprier cet outil? Alors le donut, c'est vrai qu'il sort parce qu'il a vraiment, c'est la success story un peu des indicateurs alternatifs. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, l'indicateur du Bhoutan, donc le bonheur intérieur brut, qui lui aussi avait connu un petit succès médiatique, donc les gens le connaissaient, mais des cadres comme ça, il y en a vraiment pas une infinité,
mais dans le sens qu'il y en a vraiment beaucoup, dont des petites histoires. Et si vous connaissez Dominique Méda, qui est sociologue en France spécialiste de ces questions-là, ça peut être une région qui, à un moment donné, va créer une commission pour venir mesurer la qualité de vie différente, qui va créer un cadre super, mais qui sera jamais plus utilisé. En France, aujourd'hui, j'ai pas vu de cadre. Il y a la comptabilité CARE qui monte aussi en popularité et que je trouve très très bien, mais que j'ai pas vu, par exemple, appliqué à des universités. Même les donuts, enfin l'application à l'UNIL en Suisse, il me semble, mes collègues m'avaient dit que c'était la première fois qu'on appliquait un donut à l'université. L'université de Cornelius à Budapest en Hongrie l'a appliqué depuis, donc ils ont aussi calculé leur donut. Et en fait, le donut, je pense, comme approche minima sociaux, maxima écologiques, c'est quelque chose qui facilement peut réabsorber plein d'autres cadres. C'est-à-dire que, par exemple, le donut de l'UNIL est très différent du donut de l'université de Budapest, parce qu'ils ont chacun décidé de mettre d'autres indicateurs et d'autres règles. Donc, le cadre du donut, en fait, c'est plus un cadre qui est modifié à chaque fois. Même nous, la manière dont on l'utilise pour la Suisse, on a complètement recréé des nouveaux indicateurs de la même manière que la dernière estimation pour la Norvège. Là, il y a 2 mois, ils ont fait leur propre sauce. Donc, c'est plus une famille un petit peu d'indicateurs, mais c'est vrai que pour l'instant, elle est en train de tenir un monopole. Est-ce que c'est remplacer l'hégémonie du PIB par l'hégémonie du donut? Bon, peut-être on peut dire que ça serait un progrès. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et on se rend compte, c'est juste un boulot énorme. Pour le faire pour une université, c'est des calculs qui sont pas forcément compliqués, mais l'obtention en fait des données, c'est des données sensibles et on fait face en fait à des choses qu'on ne veut pas calculer. Certaines entités ne veulent pas calculer ça. Moi, je vois ça en Suisse, par exemple, le gouvernement ne veut pas savoir. Certains indicateurs ne sont pas calculables parce qu'à partir du moment où on les calcule, en fait, ça envoie un signal qui peut être tellement mauvais. De dire, par exemple, on va calculer votre empreinte carbone, pas seulement les émissions territoriales, mais l'empreinte carbone de la consommation réelle des Suisses. Et là, d'un coup, ouais, je sais pas, parce que si vous mesurez ça, ça va nous montrer qu'elle est très haute. Et donc, ensuite, vous allez dire qu'il va falloir la baisser. Et ensuite, vous allez nous parler de sobriété. Et ensuite, vous allez nous parler de décroissance. Donc, vous savez quoi? On préfère même ne pas la calculer. Et donc là, on voit que dans les hypothèses au début des modèles et dans les données qui sont rendues disponibles, il y a déjà en fait une petite tension politique entre les chercheurs qui aimeraient bien avoir la vision la plus exhaustive du métabolisme biophysique d'une organisation et ces organisations qui ont déjà un petit biais de se dire oui, mais bon, on est quand même en compétition avec d'autres universités, avec d'autres villes, avec d'autres pays, et donc on veut mesurer notre truc, mais que ça soit pas trop moche. En France, quand il y a eu la loi SAS en 2014 qui imposait au gouvernement d'évaluer ses politiques publiques passé, présent, futur avec une batterie de 10 indicateurs sociaux écologiques dans un rapport qui devait être rendu avant le vote du budget chaque année, un rapport qui n'a jamais été rendu avant le vote du budget, qui a été calculé que 2 fois et qui vraiment ressemble à un fascicule greenwashing où tu choisis vraiment juste l'indicateur des oiseaux qui vont bien, des trucs qui ne montrent pas véritablement le métabolisme biophysique. Donc là aussi, dans l'émergence des indicateurs, c'est pas seulement que les gens n'ont pas eu d'idée ou se sont pas pensés là-dessus, c'est qu'il y a une véritable lutte pour certaines organisations, certains niveaux de pouvoir, de ne pas se faire calculer d'une manière où ils apparaîtraient faibles ou en retard, ou qui les exposerait en fait à devoir rendre des comptes devant la communauté. J'avais une question sur le dialogue avec les économistes quand on n'est pas économiste. Quand on a à peu près cerné les enjeux, qu'on voit qu'il faut repenser, questionner cette théorie de la croissance ou essayer de déconstruire certains mythes, etc. Mais qu'on n'est pas économiste, alors on essaie de comprendre et je trouve qu'on est assez vite confronté à des choses hyper complexes. Et donc, moi, par moment, je me dis, faut que je retourne à la fac et puis je vais faire des études d'économie. C'est peut-être ça que j'aurais dû faire en premier. Alors, je suis en gestion, c'est pas si loin, mais je suis pas économiste pour autant. Comment on fait? Est-ce qu'il y a une petite, des petits conseils sur comment comprendre l'économie, parler avec des économistes sans se faire opposer cette complexité qui fait qu'on ne sait plus quoi répondre? Alors là, je vais être très dur avec mes collègues et je m'inclus dans le lot. Moi, j'ai toujours considéré les économistes comme des sociologues en situation de handicap cognitif, vraiment une sorte de paralympique des sciences sociales, mais qui alors désolé, mais c'est vrai que malheureusement nous
on a la chance de jouir d'une réputation. C'est-à-dire que les économistes, on est genre les scientifiques du moment, quoi. On nous écoute, on nous invite partout sur n'importe quel sujet. Il y a la crise sanitaire, on va pas inviter des médecins, on s'en fout, inviter des économistes. Et donc, on prend un peu la confiance, on nous a filé l'équivalent d'un prix Nobel, donc on se sent plus. Et donc, alors que nos théories, elles sont quand même, il y a un jargon qui est pas du tout nécessaire. Il y a des méthodes qui sont vraiment horrifiantes. Il y a des modèles prédictifs qui juste ne marchent pas. Il y a des théories qui sont dépassées complètement. Et donc, quand on parle aux économistes, il faut pas rentrer dans leur jeu en se disant ah ben je vais aller retourner sur les bancs de l'économie, faire une thèse, machin, parce que même moi on me le dit. Je veux dire, j'ai une licence, 2 masters, un doctorat en économie. Je suis chercheur en économie, j'ai fait 3 départements en économie. On me dit ah ouais non mais ça tu comprends pas ou quoi. Enfin après même les prix Nobel en fait maintenant qui écrivent des lettres après 30 ans après mon prix Nobel, je me rends compte que machin. En fait le langage des économistes ce sera pas le langage le plus créatif qui nous permettra de trouver des solutions. Donc quand on parle avec un économiste, il faut essayer de trouver un middle ground sémantique, de se dire ok. J'entends ce que tu dis avec tes théories de découplage, de la productivité, de je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Et quand on se pose cette question de qu'est-ce que ça veut dire véritablement et qu'on revient à une économie qui est simple, qui était le début de l'économie politique au XVIIIe siècle, hein, quand l'économie était écrite par des philosophes, on se rend compte en fait ça n'a rien de compliqué. C'est ultra facile. Enfin, je veux dire, moi vraiment lire des bouquins d'anthropologie, parfois c'est beaucoup plus compliqué que vraiment les trucs qu'on a en économie sur la valeur, les marchés, la dynamique des prix, la croissance, où c'est des trucs vraiment très, très, très simples. Donc ne pas se laisser enfermer dans leur langage et ne pas leur donner cette position de pouvoir qu'ils ne méritent pas, surtout quand on essaye un petit peu de créer cette possibilité de faire de la recherche multidisciplinaire et surtout interdisciplinaire. Ben aujourd'hui, cette espèce d'hégémonie de la pensée économique, elle étouffe un peu les sciences sociales et elle doit faire que, par exemple, les écologues, les climatologues, les sociologues doivent se former à l'économie et en ce faisant, malheureusement, ils écopent des mêmes handicaps qu'avaient les économistes. Donc, ça ne résout pas le problème. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question sur l'implémentation un peu de la décroissance. Comment est-ce que vous voyez la mise en mouvement? Est-ce que vous la voyez au niveau local, spontané de la part d'organisations, de territoires? Est-ce que vous la voyez au niveau politique, au niveau national, multinational? Enfin, comment vous voyez la bascule, en fait, la faisabilité de la bascule? Ben c'est l'une des questions de recherche qu'on explore là pour la Suisse. On n'a pas encore de résultats à présenter, mais c'est certain qu'on peut pas, une économie en fait qui fait des politiques de croissance ne va jamais pouvoir décroître. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, institutionnellement, en fait, notre logiciel économique dans les entreprises, dans les municipalités, dans les gouvernements, en fait, vise à faire de la croissance. Donc soit on change les règles, et donc ça c'est forcément quelque chose de top-down, dans le sens où on ne fait plus de politique de croissance. On supprime aussi les objectifs de croissance dans, je sais pas, les décrets d'attribution du ministre de l'économie ou des choses comme ça, ou même dans le droit anglais, eux, ils ont un devoir de croissance depuis 2015, où chaque servant, le public servant, enfin chaque fonctionnaire, en fait, ne doit jamais aller à l'encontre de la croissance économique. Donc là, c'est vraiment l'idéologie, la manière la plus marquée. Donc, je pense qu'au niveau du gouvernement, déjà, de se dire on fait plus de politique de croissance, on fait des politiques de qualité de vie avec un autre indicateur. Et de ce mouvement-là, en fait, on en découle les trucs. Ah bah, vu qu'on fait ça, on peut plus, par exemple, se permettre d'avoir peut-être des entreprises pétrolières commerciales à but lucratif qui, elles, ont un impératif de croissance. Elles n'arrêteront pas de forer tant que c'est profitable. Et donc, peut-être que ça veut dire que si on doit cesser l'extraction d'énergie fossile, il va falloir changer institutionnellement la composition de ces entreprises de la même manière qu'on a changé un petit peu l'objectif du gouvernement. Donc ça voudra dire peut-être, je sais pas, je dis un truc au hasard, ah bah tiens, les secteurs de l'énergie fossile ne peuvent plus être organisés sous la forme d'entreprises privées à but lucratif et doivent devenir des coopératives à lucrativité limitée. Donc elles doivent changer de statut d'entreprise et donc être régulées d'une certaine manière. Donc il y a les changements, en fait, quand on fait l'inventaire, nous on avait fait un inventaire de littérature pour l'instant qu'on utilise pour la Suisse, où on avait environ 400 instruments de décroissance, donc il y en a énormément, parce qu'on l'a vu, il faut agir au niveau des impératifs de croissance des gouvernements, des entreprises et des ménages. Et là, j'ai même pas à parler des niveaux intermédiaires, des villes, des organisations internationales, mais ça veut dire déjà toucher à beaucoup de choses. Pour l'instant, je pense pas qu'on ait une solution de savoir par quoi commencer. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est toujours renverser la question. C'est-à-dire que
de se dire comment faire la décroissance, les gens se disent toujours mais c'est vachement compliqué. Mais en fait, une question encore plus compliquée, c'est comment faire de la croissance. En fait, déjà ça, on ne sait pas. On aimerait bien savoir. Les économistes sont en PLS parce que la croissance elle ralentit dans tous les pays développés. On appelle ça la stagnation séculaire et personne ne sait pourquoi. C'est le mystère qui démontre aussi la faille intellectuelle des sciences économiques en général. S'ils n'arrivent même pas à trouver pourquoi ils n'arrivent pas à voir la chose la plus importante pour eux, bon, ça montre quand même que théoriquement, il y a peut-être un problème. Mais ça montre aussi que faire de la croissance, c'est ultra compliqué. On ne sait pas comment faire en sorte que les ménages développent une culture qui les amène à constamment consommer plus, comment faire en sorte que les entreprises les amènent à toujours produire plus, comment amener les personnes d'une population à toujours travailler plus, comment accompagner la marchandisation, la création de certains trucs. Enfin, c'est très compliqué, donc il faut juste se dire dans tous les cas, que ce soit la croissance ou la décroissance, c'est de la régulation publique, c'est très compliqué. C'est très compliqué et à chaque fois, il va juste falloir décortiquer la façon, par exemple, moi je me concentre sur les politiques fiscales et monétaires, parce que bon, c'est mon truc de macroéconomiste, la manière dont on fait des politiques fiscales et monétaires, est-ce que ça va avoir tendance à créer des impératifs de croissance ou est-ce que ça va avoir tendance justement à créer une marge de manœuvre qui va nous permettre de faire de la sobriété? Et déjà, quand on compare ces deux choses-là, on se rend compte, au final, quand on vote, par exemple, un budget, on se rend compte que certains impôts, ils vont avoir plus d'impératifs de croissance que d'autres. La TVA, par exemple, qui est un impôt sur la consommation, c'est un impôt qui est très dépendant de la croissance. Donc, si vous financez l'intégralité du budget public par la TVA et que vous avez une baisse de la consommation, bon courage pour financer votre système de santé. Mais si vous avez un système où vous avez plus de TVA, il y a des pays qui n'ont pas de TVA, mais si vous financez autrement, là, par contre, vous avez une fiscalité qui est plus agile en période de sobriété qui peut vous permettre de continuer à financer un système de retraite, un système de santé, même pendant une période de décroissance. Donc ça, c'est des choix vraiment institutionnels. Sur le papier, en tout cas, il n'y a pas d'impossibilité théorique. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, à savoir que l'Université Bretagne Sud a donc entamé ce processus de transition et la production de son schéma directeur sur ces sujets sociétaux. Et du coup, Timothée, est-ce que vous avez des conseils pour l'université qui s'ouvre dans un espace de créativité, qui réfléchit en transdisciplinarité? Quel serait un, deux conseils que vous pourriez nous partager? Merci. Je n'aurais pas l'arrogance de vous donner des conseils parce que en tant que moi, je viens d'arriver dans le milieu de la recherche, donc j'ai très peu d'expérience dans le milieu universitaire, mais je me rends compte, en tout cas, c'est pas un conseil, c'est juste moi, de ma perspective, qui travaille beaucoup sur ces mécanismes de croissancisme et de marchandisation, je me rends compte quand même que, en tout cas en Suisse, avant j'étais en Suède aussi, la logique en fait de marchandisation du monde de la recherche est en marche. Et j'ai l'impression quand même que si là il y a une grande bataille en fait entre la gestion des universités comme un service public, qui est en France, je pense quand même la norme, ou la gestion de l'université comme un service privé et donc une marchandise que l'on peut ensuite servir pour maximiser des intérêts financiers. Et donc moi, par exemple, la marchandisation des revues scientifiques, qui aurait pu être opposée par l'université dès le début, qui est opposée par certaines universités, mais qui a tendance à quand même, on perd du front. Je pense que les universités publiques sont en train de perdre un petit peu cette bataille. C'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et quand on parle de grands projets de transition et du rôle de la responsabilité des universités aujourd'hui, c'est quelque chose c'est un point de levier extrêmement important. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment en fait où on aura marchandisé une grande partie de l'université, on va perdre ce point de levier parce que l'université ne pourra plus parler et représenter cette espèce de vision du bien commun. Alors là, vous allez me dire, je parle vraiment comme l'universitaire idéal typique dans sa tour d'ivoire, mais je pense qu'on a une certaine objectivité scientifique à l'université, un certain point en fait de maintien de la prospérité sur le très 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 long terme, parce que les universités sont les gardiens de la connaissance en fait sur le très long terme. On devient de facto aussi gardien de la soutenabilité et d'une certaine manière les personnes qui peuvent parler pour la nature. Alors, je sais que ça peut paraître controversé de le dire, mais si on se laisse commercialiser et marchandiser, j'ai peur qu'on devienne des espèces d'hybrides, des entreprises en fait avec des intérêts financiers à court terme particuliers qui ne nous permettent plus d'avoir cette belle position qui est la responsabilité des intellectuels et des universités en général.
C'est pas un conseil, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, c'est mes inquiétudes, en tout cas, en tant qu'amoureux des sciences et des universités aujourd'hui. Un grand merci, vous pouvez l'applaudir évidemment.